Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette! une chaîne dédiée à la présentation de services data, mais pas que, puisqu'aujourd'hui je reçois Cécile et Justine pour parler d'intelligence artificielle ou plus précisément des agents. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Merci Romain. Effectivement, je suis Justine Charlet, je suis technical spécialiste dans l'AI. Et moi, c'est Cécile Anotte, moi aussi technical spécialiste dans les AI. Et moi, j'avais une petite question déjà pour Justine pour commencer. Bon, on entend parler partout, plein de choses avec le mot agent. Agent conversationnel, multi-agent, et là maintenant, agentic. Est-ce que tu peux un peu nous dire chez Microsoft, qu'est-ce qu'on appelle nous par agent et un petit peu qu'on puisse repartir sur de bonnes bases? Merci de poser la question Cécile, parce qu'effectivement, on est perdu. On entend le mot agent, multi-agent, agentique, et je peux te dire que même au sein de Microsoft, on a des débats au sein des équipes de compte. Allons-y pour quelques définitions. D'abord, on a l'IA qu'on appelle un peu passive. C'est le chatbot en réalité que l'on connaît tous, parce que ça fait 18 mois, voire maintenant 24 mois, qu'on y passe. On fait un chatbot pour les RH, un chatbot pour l'IT, et en fait, en réalité, ces composants, c'est juste un LLM avec un prompt. Dans ce prompt, en général, on va incarner un persona et lui donner un peu des guidance pour pouvoir répondre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une grande vague qui sont les agents, donc rentrons un peu dans cette définition. On est aujourd'hui sur deux types d'agents. On a les agents qui sont plutôt, on va dire, actifs et réactifs, qui cette fois-ci, en fait, sont chargés non seulement de répondre, comme le chatbot précédemment, mais surtout d'exécuter des actions. Si vous avez un seul mot à retenir, les agents égale des actions. Bien sûr, ici, dans mon exemple, je montre qu'il y a seulement un seul tool. Il peut y en avoir plusieurs. Il faut se dire qu'un agent, en général, il a un portefeuille d'actions, un portefeuille de tools, et il va choisir celui qui est le plus propice par rapport à l'action à exécuter. Si je dois donner un exemple pour illustrer cet agent réactif, on peut imaginer que via mon chatbot, je lui dis à 17 h, chaque jour, tu m'envoies les news AI. Ça reste un agent puisqu'il aura deux actions, aller sur Bing pour aller chercher l'information et surtout m'envoyer un email. Et à cela, vraiment, on va l'appeler plutôt un agent à pattern faiblement agentique. Donc, si je comprends bien, Justine, la différence entre un agent passif et actif, c'est par exemple si on veut faire un calcul, un agent passif, lui, il va faire le calcul à même son modèle de langage, alors qu'un agent actif, il va appeler un outil de calculatrice, faire le calcul dedans et nous renvoyer le résultat. Exactement. En fait, l'IA, ici, le LLM par conséquent, va pouvoir tout simplement aller choisir un code interpréteur ou tout simplement un outil d'aide au calcul. Ça va tout résumer. Ensuite, si on reprend un peu notre fil conducteur, donc on a vu un peu l'IA passive, on a compris maintenant l'IA active. C'est important de rentrer dans cette troisième catégorie, c'est celle peut-être qui fait le plus parler aujourd'hui, c'est l'IA autonome. En réalité, ici, on est sur une IA, et donc sur un agent, si on utilise le terme après en parler, à nouveau avec plusieurs outils, qui va aussi donc exécuter une action par sa définition, mais surtout qui va exécuter une action de manière autonome, à la place de l'humain. Et forcément, ici, on rentre du coup sur des use cases beaucoup plus complexes. Il y a un exemple que j'aime bien citer, que je donne beaucoup en conférence parce qu'il est parlant à tous. Je suis constamment dans le train parce que j'habite dans le sud de la France et je travaille à Paris et régulièrement je vais commander un sandwich sur l'assistant SNCF Bar. Aujourd'hui, lorsque je vais me connecter sur le site web, en fait, il ne détecte pas dans quel train je suis automatiquement. Donc, je dois à chaque fois aller référencer dans quel train, éventuellement me loguer directement donc avec mon identifiant SNCF, choisir le sandwich, cocher des CGV, ajouter ma carte bancaire et seulement, bien entendu, je vais aller chercher au bar. Si on essaye de voir en fait cet exemple complètement dans un monde agentique, cette fois-ci, et de manière autonome, l'agent a accès à mon calendrier. Donc, il sait exactement dans quel train je me situe. Ensuite, l'agent, il sait que je vais régulièrement accepter les terms and conditions de la SNCF, donc les CGV, et en plus de ça, ils n'ont pas changé. Donc l'agent est en charge de vérifier si les CGV auraient changé dans le cours du temps. Et bien sûr, de manière autonome, sans mon approval, il peut décider du coup de les cocher à ma place. Et il a aussi à sa connaissance mon écosystème du coup de paiement, et donc il peut référencer directement la carte bancaire. Bien entendu, même si l'IA est autonome, je dois aller me déplacer et aller à la wagon-bar. Ça me coûtait cher en saucisson. Ça a accéléré ma consommation de saucisson, ça.
Oh oui, tout à fait. Et bien sûr, l'accompagnement qui va avec. Blague à part, donc on imagine vraiment que dans une IA vraiment autonome et donc agentique ici, on a donc une IA qui est à la fois autonome, je pense que je l'ai assez répété, qui va adresser des use cases complexes, qui est capable de s'améliorer dans le temps. C'est un point clé, hein, vraiment important avec l'IA, c'est qu'on attend bien entendu qu'il est capable de s'auto-corriger dans le temps et qui est responsive par rapport à son environnement. C'est-à-dire que quand je vais parler à l'IA, il sait qui se connecte, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses préférences. Et donc tout ça, finalement, c'est à nouveau ce qu'on appelle un agent hautement agentique, contrairement au précédent. Donc maintenant, on va essayer de mixer ces différentes notions en parlant de multi-agent, un autre mot sur lequel on entend beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux ou la presse spécialisée. En fait, un agent, si vous avez bien suivi, bah, tout simplement, enfin du multi-agent, pardon, c'est un ensemble d'agents. On va avoir parfois des use cases où on va avoir des agents faiblement autonomes, des agents hautement autonomes, et parfois ça sera une combinaison de ces deux types d'agents. D'autres cas où on va nécessiter un peu plus, on va dire, d'autonomie, de décision, à ce moment-là, on va avoir du multi-agent hautement autonome avec uniquement des agents du coup agentiques. Ça va vraiment être une combinaison de ces mondes. Ce qu'il faut comprendre en multi-agent, c'est qu'on va avoir donc des agents qui travaillent ensemble avec plusieurs styles de communication. Parfois, ils seront plutôt en workflow séquentiel, d'autres fois où ils vont travailler collectivement ensemble et partager un contexte commun. Ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Hmm. Du coup, Justine, on est prêt alors? Quand est-ce qu'on passe en prod là? Parce que là, tu nous as un peu hypé, hein. Tout à fait. Alors, effectivement, où est-ce qu'on en est par rapport aux tendances, du moins, telles que moi, je peux le voir donc, chez Microsoft France aujourd'hui? Bon, les IA un peu passives, c'est un peu passé de mode. Alors, je ne dis pas qu'on n'en fait plus, on ne jette pas à la poubelle ce qui a été fait. Par contre, c'est vrai qu'on a de moins en moins de demandes pour un chatbot IT et RH, bien que ça reste encore voilà, à la marge des demandes que des clients peuvent nous faire. On a vraiment shifté, comme je disais, hein, sur cette hype des agents et multi-agents. Moi, ce que je peux observer, c'est qu'aujourd'hui, on est prêt à aller en production, que ce soit sur de l'agent ou du multi-agent. On commence à avoir des frameworks de plus en plus stables, sur lesquels, en fait, on commence à avoir un peu plus de recul. On commence à savoir comment on va monitorer ces différents agents. Donc aujourd'hui, clairement, on est prêt pour de l'agent et du multi-agent. Par contre, pour l'agentique, comme vous pouvez le voir, en fait, ici à l'écran, je l'ai gardé quand même pour demain. Pourquoi? Parce que le pur agent, hautement agentique, et donc qui prend des décisions tout seul sans l'humain, bah, aujourd'hui, c'est encore très limité. On a beaucoup de discussions, on a beaucoup d'expérimentations, on a aussi des fois des accompagnements où les clients souhaitent vraiment qu'on revoie leur cas d'usage, donc en mode agentique. Néanmoins, d'un point de vue aussi régulation, d'un point de vue surveillance, on n'est pas forcément complètement prêt, stable, mais ça vient tout doucement. Je pense que pour l'été 2025, on verra nos premiers hautement agentiques en production. Alors jusqu'ici, on a parlé des agents. Alors moi, j'utilise beaucoup les copilotes. Est-ce qu'il y a une relation entre les agents et copilotes? Bien entendu. Alors, il faut savoir que le mot copilot, c'est vrai qu'on l'a utilisé un peu à toutes les sauces. C'est un peu le jargon de Microsoft hein, pour expliquer justement finalement un agent qui va aider au quotidien directement les employés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura plusieurs niveaux. D'abord, on a le Copilot 365. Ce Copilot-là, c'est vraiment en fait l'interface pour tous les futurs agents. Que ce soit un agent qui soit construit en no-code, mais aussi un agent pro-code, voire directement l'agent intégré built-in pour, par exemple, faire de la recherche web. Ça évite tout simplement d'avoir, par exemple, des recherches faites sur ChatGPT qui seraient du coup non compliant à votre société. Ensuite, si on regarde un peu behind the scenes, ce qu'il y a derrière ce Copilot 365, on pourra imaginer d'avoir des agents qui sont faits sur Copilot Studio et d'autres qui seront faits sur AI Foundry, donc qui est une version un peu plus full code. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que derrière, cette Copilot 365, c'est l'interface universelle pour éviter d'avoir finalement 4 chatbots et donc 4 interfaces, d'avoir une interface unifiée, mais bien sûr, on aura des agents spécialisés construits des fois par l'IT, parfois par les métiers. Si on regarde un peu du coup ce détail et comment on les découpe, donc ce que j'ai mentionné, c'est que on a vraiment ces agents qui sont on the shelf. On peut parler par exemple d'un agent SharePoint, d'un agent qui est sur Excel, un agent qui est sur PowerPoint, ou même directement donc l'agent comme je l'ai mentionné qui va faire de la recherche web. Ces agents-là, ils sont on the shelf et donc par définition faiblement customisables. Au milieu, on va avoir la solution Copilot Studio, qui cette fois-ci nous permet donc de construire des agents, mais avec très peu de lignes de code.
on catégorise finalement ce produit comme étant du no, voire low code. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le customiser, puisqu'on a accès aux 1800 modèles des fonderies. On peut venir customiser aussi la base vectorielle, mais on veut simplifier l'expérience utilisateur pour construire des agents et que tout le monde, tous les employés puissent les construire. Et ensuite, en dernier, troisième catégorie, on a bien sûr la solution AI Foundry, qui cette fois-ci est plutôt un portail GenAI qui nous permet de construire des agents complètement en full code. Et du coup, Justine, là, tu nous as parlé de manière de construire ces agents du low code au full code. Donc, on a considéré une échelle, un petit peu de dimension. Est-ce qu'il y a une autre dimension à considérer pour bien choisir ce que l'on va utiliser finalement? C'est vrai que la plupart du temps, quand on va vouloir construire des agents, parfois, on a des ingénieurs, des data scientists qui vont être disponibles. Et du coup, l'argument pro-code tient tout à fait la route. Mais de plus en plus, on observe un basculement. C'est vrai que, en fait, ni plus ni moins que, par exemple, la semaine dernière, je discute parfois avec des pro-devs et qui, néanmoins, viennent construire leur use case avec un Copilot Studio. En fait, le deuxième argument de choix, votre chemin de décision, il est pro-code, no-code, ou également la complexité du cas d'usage. C'est vrai que demain, imaginons que vous vouliez imaginer juste analyser des CV de façon à pouvoir juste rechercher par rapport à des mots-clés. On n'a pas besoin ici nécessairement d'avoir une solution pro-code. Pourquoi pas ici utiliser un Copilot Studio? En réalité, votre solution, elle sera mise en place en quelques heures, voire moins. Et ensuite, vous allez pouvoir directement les publier à nouveau sur cette interface Microsoft 365 ou directement sur votre Teams. Donc parfois, il y a aussi maintenant le niveau de customisation dont vous avez besoin qui va rentrer en compte. Ici, ce que j'ai voulu illustrer à l'écran, c'est que plus on est à droite, plus on a besoin de customisation, que ce soit sur le choix des modèles, sur la création de la base vectorielle, parfois même de faire du fine-tuning. Ce n'est pas forcément le cas, mais des fois, le RAG n'est pas suffisant. Et donc, on vient fine-tuner les modèles. Et cette fois-ci, seul l'argument pro-code ici tient la route. Par contre, si on regarde complètement à gauche, on est sur finalement une approche faiblement customisable, mais qui peut totalement faire l'affaire. À titre d'exemple, dans Microsoft Fabric, on a les data agents. Les data agents peuvent être enrichis de données issues de Semantic Model, de SQL Database à l'intérieur de Fabric, et je crois qu'on peut appeler ces data agents créés dans Fabric dans Azure Foundry, Dans 365 directement, dans directement Copilot. dans 365 Copilot pour enrichir finalement de nos données les agents. Ça, c'est plutôt intéressant. Et sans code. Et sans code en plus. Mais c'est une excellente transition. En fait, ce que j'ai voulu illustrer, c'est qu'on va avoir des sources de données qui seront très nombreuses. Parfois, elles seront sur Azure, parfois sur Fabric, ou voire même sur des écosystèmes différents. Et on ne va pas avoir une seule façon de construire des agents. Comme je l'ai mentionné, donc parfois les métiers ou même des data scientists vont vouloir créer avec Copilot Studio. On va avoir des agents qui vont être créés donc en full code via AI Foundry, donc via AI Agent Service. On va avoir aussi donc les data agents de Fabric, etc. Et donc, il faut imaginer vraiment l'avenir comme étant un marketplace d'agents. Ces agents seront construits avec plusieurs frameworks et ça va vraiment dépendre du chemin de décision, également aussi parfois des prérequis. Et ensuite, il va falloir choisir, c'est l'orchestrateur. Je dirais que c'est vraiment la clé. Quand on va vouloir faire du multi-agent, on pourrait imaginer d'avoir cet agent Copilot qui discute avec un agent AI Foundry ou avec un agent Fabric. Mais par contre, il faut bien les faire communiquer ensemble. Et aujourd'hui, ça se fait essentiellement via Semantic Kernel. Et bien entendu, ce qui compte en plus, c'est comment on vient le diffuser. Si derrière, on n'a pas les bons canaux, si on a trop d'interfaces, les utilisateurs se lassent, ils ne vont pas aller chercher la bonne URL et finalement, ils ne l'utiliseront pas. Donc, n'oubliez pas à nouveau que vous allez avoir un marketplace avec des agents qui seront un peu partout et parfois sur des écosystèmes à nouveau, parfois même concurrents. Vous allez les faire orchestrer pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils viennent collaborer et ensuite, on vient les diffuser via un Copilot 365 ou via d'autres applications qui vont être plutôt propriétaires chez vous. Bon, du coup, Justine, là, la théorie, je crois qu'on est carré avec Romain. Est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à nous montrer pour qu'on voit un petit peu sous le capot? Allez, on rentre sur la démo alors. Je vais vous illustrer ici un cas d'usage sur lequel on a voulu construire un assistant bancaire en multi-agent. Cet assistant bancaire, il contient en réalité 4 agents différents.
On a un premier agent qui, en fait, est un agent qu'on appelle routeur dans ce type d'architecture. Il vient prendre la question de l'utilisateur et il va renvoyer ensuite sur le bon agent spécialisé. Parfois, ça va être l'agent paiement, d'autres fois, ça va être l'agent plutôt account qui va être à même de fournir une réponse. Si on rentre un peu dans les détails de ces différents agents, on peut imaginer que le premier, donc il connaît à la fois mes identifiants de connexion, il est capable aussi de comprendre par exemple l'ensemble des livrets que je possède, mais également les moyens de paiement. Ici, dans cette architecture, nous avons un agent routeur. Cet agent routeur va prendre la question de l'utilisateur pour ensuite aller envoyer la réponse directement via un agent qui va être spécialisé. On peut le voir à l'écran, on va avoir des agents qui sont plutôt spécialisés ici dans les transactions, dans les moyens de paiement, mais aussi sur les informations générales du compte bancaire. Le premier agent ici du compte bancaire, il va tout simplement avoir des informations de connexion. Il va être aussi capable de savoir, par exemple, le nombre de livrets que je possède ou encore les différents moyens de paiement. Mais si je veux rentrer un peu plus en mode agent, vous avez compris, il faut qu'il prenne des actions. Tout simplement, ici, sur cet dernier agent de paiement, je peux soumettre une facture et il va aller scanner directement celle-ci donc via une étape d'ossérisation. Donc, c'est vraiment une étape juste de scanner. Ensuite, il va aller vérifier est-ce que cette facture a déjà été payée dans le passé. Et pour finir, il va aller soumettre le moyen de paiement par rapport à ce que je lui ai demandé. Si je lui demande de faire un virement, ou plutôt de payer avec ma carte bancaire. Ici, en fait, moi, j'ai eu aucun effort. J'ai juste à soumettre ma facture, alors qu'auparavant, il aurait fallu que je renseigne le RIB de la personne, que je renseigne le bon montant. On a toujours peur de faire une erreur. Ici, l'IA le fait à votre place. Ce qui est génial aussi, c'est désormais, on a énormément avancé sur les frameworks et on peut obtenir l'ensemble du coût des informations d'une session. Lorsque j'ai soumis ces différentes transactions, je vais avoir accès du coup au logging, au monitoring, être sûr que l'agent a effectué la bonne action, que l'agent 1 a bien envoyé au bon agent l'action à réaliser, et ensuite le temps éventuel pour tout simplement mesurer la latence. C'est important tout simplement d'un point de vue monitoring qu'on s'assure que de temps en temps, on n'ait pas trop de lag et du coup d'une insatisfaction des utilisateurs. Si on regarde à quoi ça ressemble concrètement. Ici, tout simplement, je lui demande est-ce que j'ai une limite sur ma carte Visa? Il me fournit la réponse. Je vais ajouter ma facture et lui demander de la payer. On remarque que le scanner a bien fonctionné, il a bien trouvé le montant et à qui je dois payer. Et il me demande quand même une validation humaine. En fait, c'est vraiment la recommandation. Lorsqu'on est sur du paiement ou des informations sensibles, c'est toujours mieux d'inclure votre humain. Et voilà, le paiement est réalisé. Ici, en demandant les dernières informations de paiement, j'ai aussi donc l'agent paiement qui est venu retrouver du coup l'historique. J'espère que ça vous a plu. Top. Et alors, on n'a pas parlé du coût parce qu'on a pu monitorer ici les différentes actions. Est-ce que je suppose qu'on a pour ces différentes actions un coût associé? On pourra pouvoir le monitorer aussi, ça? On pourrait, tout à fait. En fait, derrière chaque autre transaction, il y a tout simplement des tokens qui sont associés. Hein. Donc, c'est en fait le moyen de monitorer combien on paye une solution via un LLM. Et donc, on a tout simplement en fait la correspondance en euros. Super, merci beaucoup pour cette démo. Je comprends aussi qu'avec l'autonomie de plus en plus importante des agents, va se poser des questions de responsabilité, d'éthique. Est-ce que Microsoft nous donne des guidance par rapport à ça? Oui, en fait, il y en a au niveau Microsoft, mais aussi tout simplement au niveau de l'Europe. En fait, peut-être pour illustrer, le cas d'usage le plus argentique qu'on connaît tous, c'est la voiture autonome. On le sait tous, c'est interdit, c'est impossible aujourd'hui de voir la voiture autonome en Europe et même dans certains États des États-Unis. Si on en revient vraiment à Microsoft, concrètement, aujourd'hui, on a en fait c'est tout simplement une responsabilité parce qu'en général, on est en relation donc souvent tripartite hein, entre un partenaire, le client et donc Microsoft comme étant finalement un aidant à la conception de la solution. Et tous les cas hautement agentis qui impliquent de l'humain, tout simplement, on est obligé de les remonter. Donc, on passe en process d'AI Ethic Review Board. C'est le nom de notre process qui nous permet donc tout simplement de remonter le cas d'usage, de le décrire. On travaille bien sûr ce board avec nos clients. Hein. C'est fait vraiment ensemble parce que finalement, ça aide Microsoft à être tout simplement
compliant, éthique, mais ça aide aussi finalement à aiguiller l'avancement du cas d'usage avec le client. Et donc, on passe ce review board qui tout simplement vient nous donner des recommandations. Dans tel cas, vous pouvez y aller, ou warning, vous devez ajouter par exemple un agent judge ou tout simplement tel type de considération pour devenir un agent agentique compliant. Moi, personnellement, Justine, ça me donne beaucoup envie d'appeler mon banquier pour lui dire de tout de suite mettre des agents. Là, je suis vraiment super excitée et je me dis que il faut qu'on mette ça en place, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent essayer finalement de leur côté? Bien sûr, moi j'en suis la première, j'ai envie d'en voir partout. Blague à part, en termes de recommandations, tout simplement, démarrer d'abord par un agent simple, single, avant de partir en multi-agent. En fait, on apprend à marcher avant de courir. C'est le même principe. Ensuite, ne pas oublier le continuous monitoring. C'est un peu ce que j'ai voulu illustrer à la fin de ma démo, mais concrètement, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe, quel agent prend une décision, quel agent est responsable, tout simplement, si jamais tout simplement la réponse n'est pas conforme à ce que vous attendez. Et bien sûr, suivre la réglementation. Donc, je l'ai un peu illustré en parlant de l'Europe, mais les actes en fait, est très active. On a énormément de jalons à venir sur 2025 et 2026. Donc, il faudra bien sûr suivre les recommandations pour éviter une grosse amende. Super. Merci beaucoup pour cette session. Super démo, super introduction aux agents. N'hésitez pas à le tester puisqu'on mettra dans le lien de la vidéo les différents liens pour que vous puissiez appréhender le sujet. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.